Bienvenue dans ce récapitulatif du Salon Big Data AI Paris 2025. Secret de Data a sélectionné des conférences clés. Voici ce qu'il fallait en retenir. Alors, voici le programme que l'on vous propose. On va commencer par les fondations, le socle architectural. Ensuite, on montera d'un niveau pour parler stratégie, gouvernance et culture. Puis, bien sûr, le concret, les applications de l'IA en production. On prendra un peu de hauteur avec une perspective nationale, un véritable enjeu de souveraineté, et enfin, on synthétisera tout ça pour en tirer les grandes idées. Première partie, donc, on plonge directement dans les fondations, le socle de toute stratégie data, l'architecture. On va voir comment les organisations matures sont en train de tout reconstruire pour enfin débloquer la valeur. Et pour illustrer ça, on a 2 cas d'études très concrets sur la refonte des plateformes. Premier exemple, ArcelorMittal. Imaginez un peu le défi. Un processus industriel énorme réparti sur 7 usines différentes. Le problème, des données complètement cloisonnées, en silos, ce qui rendait quasi impossible de tracer un défaut d'un bout à l'autre de la chaîne ou d'optimiser quoi que ce soit au niveau global. La transformation a donc été radicale, passer de ces systèmes complètement isolés à un écosystème de big data unifié, connecté et hybride. Et justement, ce passage d'un modèle centralisé à quelque chose de plus distribué, ça nous amène tout naturellement au cas de la centrale. Eux, ils avaient un autre problème, le goulot d'étranglement classique de l'équipe data unique qui doit tout gérer. Leur solution, adopter une approche data mesh. Alors, avant d'aller plus loin, redéfinissons rapidement ce concept. Ce qui est vraiment intéressant avec la centrale, c'est la façon dont ils ont rendu ce concept qui peut paraître un peu abstrait, très concret. En fait, l'équipe Data Central change complètement de rôle. Elle n'est plus ce fameux goulot d'étranglement. Non, elle devient un facilitateur. C'est elle qui fournit aux équipes métiers, aux domaines, toute une boîte à outils en libre service pour qu'elles puissent créer, gérer et partager leurs propres produits de données en toute autonomie. Bon, une fois que les données circulent, que les silos sont cassés, un nouveau défi apparaît. Comment est-ce qu'on gère tout ça ? On passe donc de l'infrastructure à la stratégie. C'est notre deuxième section qui va se concentrer sur la gouvernance et la culture, 2 piliers essentiels pour pouvoir passer à l'échelle. Et sur ce sujet, Doctolib a apporté une vision assez rafraîchissante. Ils ont parlé de gouvernance offensive. L'idée est vraiment de renverser la table. On arrête de voir la gouvernance comme une contrainte, un frein défensif qui ralentit tout. Non, ici, elle devient un catalyseur, un accélérateur même, qui aide proactivement les équipes à créer de la valeur avec la donnée. Et ce n'est pas juste un concept en l'air. Les résultats sont là. Regardez ces chiffres. En changeant d'outil, en passant d'un catalogue de données très technique à quelque chose de beaucoup plus simple et accessible, eh bien, ils ont tout simplement triplé le nombre d'utilisateurs actifs mensuels. On passe de moins de 100 à plus de 300. Concrètement, ça veut dire des centaines de collaborateurs en plus qui peuvent découvrir et utiliser la donnée par eux-mêmes. Autre enjeu stratégique, abordé cette fois par AXA, celui du Shadow AI. Le Shadow AI, c'est quoi ? C'est l'utilisation non contrôlée, un peu sauvage, d'outils d'IA par les collaborateurs, chacun dans son coin. Dans une grande organisation décentralisée comme AXA, c'est un vrai risque. Parce que sans cadre, la démocratisation de l'IA, ça peut vite tourner au chaos et créer de sérieuses failles de sécurité et de conformité. Alors, pour reprendre le contrôle, AXA a développé un cadre de gouvernance très structuré en 5 principes clés. D'abord, la traçabilité, savoir exactement qui utilise quoi. Ensuite, l'évaluation systématique des risques pour chaque projet. Puis, un cadre normatif commun, des règles du jeu claires pour tout le monde. La validation stratégique au plus haut niveau avant toute mise en production. Et enfin, un suivi continu des modèles une fois qu'ils sont déployés. C'est vraiment cet équilibre entre, d'un côté, encourager l'innovation via une AI Factory centrale et de l'autre, imposer des contrôles stricts pour maîtriser les risques. Dernier point sur cette partie stratégie et culture, le partage de connaissances. C'est un défi immense, surtout dans un groupe aussi vaste et fédéré que BPCE. Leur solution, elle ne vient pas d'en haut. Au contraire, elle est bottom-up. Ils s'appuient sur des communautés de pratiques, des groupes qui se forment organiquement autour de sujets. Ces communautés, avec leurs réunions régulières, se sont révélées bien plus efficaces pour diffuser l'expertise à travers les silos que n'importe quelle directive descendante. Ok, on a posé les fondations, on a parlé de stratégie. Maintenant, on arrive à ce qui est sans doute le plus parlant, les applications concrètes. On va voir comment tout ça se traduit en production, avec des impacts bien réels sur le business et parfois même sur des vies humaines. Et on commence avec sans doute le cas d'usage le plus marquant du salon, celui présenté par l'Institut Curie et Orange Business. Il concerne les cancers de primitifs inconnus. Grâce à une IA capable d'identifier l'origine de la tumeur, la survie globale des patients est doublée. On passe de 10 à 20 mois. Le chiffre, plus 100%
parle de lui-même. C'est la démonstration que l'IA, aujourd'hui, en pratique clinique, peut avoir des résultats qui altèrent littéralement le cours d'une vie. On change complètement de domaine avec John Paul, un service de conciergerie de luxe. Leur objectif, la satisfaction client parfaite. Avant, ils faisaient des contrôles qualité manuels, au hasard. Aujourd'hui, grâce à l'IA, notamment celle de Snowflake, ils sont capables d'analyser l'intégralité, 100% de leurs interactions clients. Le résultat, c'est qu'ils ne ratent plus une seule marque d'insatisfaction. Et ça leur permet d'être beaucoup, beaucoup plus proactifs. Autre application, plus industrielle cette fois, le partenariat stratégique entre Total Energies et Mistral AI. Et là, on ne parle pas de développer de simples chatbots, non. Leur laboratoire commun s'attaque à des défis bien plus complexes qui sont vraiment la prochaine frontière de l'IA industrielle. On parle de raisonnement sur des données hétérogènes, de RAG avancées pour les géosciences, bref, on est au cœur de la complexité des données d'entreprise. Mais attention, au milieu de tout cet enthousiasme, la présentation de Cloudera a été un rappel à la réalité absolument nécessaire. Le premier mois, on a le proof of concept, la démo. C'est facile, c'est impressionnant. Ensuite, 2 mois d'ingénierie pour brancher l'agent aux vraies données. Mais le plus gros, le coût caché, c'est l'évaluation. 10 mois. 10 mois de tests rigoureux d'analyse des cas limites, de validation métier. C'est cette phase, massive et souvent sous-estimée, qui fait toute la différence entre un gadget et un système de production fiable. Après ces aspects très techniques et concrets, il est intéressant de prendre un peu de recul. C'est ce qu'a proposé le député Paul Midi en replaçant tous ces enjeux technologiques dans une perspective beaucoup plus large, une perspective géopolitique. Son propos était très fort. Pour lui, la question de la maîtrise de l'IA est comparable à la décision du général de Gaulle d'équiper la France de la capacité nucléaire. C'est un choix de souveraineté. Il ne s'agit pas juste d'une opportunité économique. C'est un enjeu fondamental pour ne pas devenir une simple colonie numérique des États-Unis ou de la Chine. En d'autres termes, ne pas être un leader de l'IA, c'est prendre le risque de sortir de l'histoire. Alors, pour conclure, si on devait synthétiser les grandes tendances, les messages forts qui se dégagent de toutes ces conférences, on pourrait les regrouper en 4 idées clés. Première idée forte, l'architecture est en pleine mutation. On sort du paradigme du data lake monolithique, centralisé, pour aller vers des architectures fédérées, orientées produits, comme le data mesh. L'objectif est clair, résoudre les problèmes de passage à l'échelle au niveau de l'organisation. Deuxième idée, la gouvernance change de visage. Les organisations matures la voient de moins en moins comme une fonction défensive. Elles la transforment en un levier offensif, un accélérateur qui, à travers de meilleurs outils et des cadres clairs, permet de délivrer plus de valeur plus vite. Troisième point, l'IA industrielle s'attaque désormais à la complexité du monde réel. On dépasse les cas d'usage simples. Les applications les plus avancées visent à résoudre des problèmes fondamentaux, que ce soit pour sauver des vies, comme on l'a vu, ou pour naviguer dans les systèmes de données industriels les plus complexes. Et enfin, quatrième et dernière idée, peut-être la plus pragmatique, le fossé entre la démo et la production est bien réel et il est immense. Il y a une prise de conscience collective que si les proofs of concept sont séduisants, le chemin vers un système d'IA fiable est long, coûteux et passe par une phase d'évaluation critique qui ne doit sous aucun prétexte être sous-estimée. Voilà donc pour les enseignements de cette édition 2025. Ils définissent assez bien l'état de l'art aujourd'hui, ce qui nous laisse avec une dernière question, une question ouverte. Quelle sera la prochaine grande rupture technologique ou méthodologique dont on parlera ici même en 2026 ?